Allô, communauté de coups critiques, ici Kim et Marika. Et aujourd'hui, on continue la série de one-shot de DCC pour voir lequel de mes trois comparses vont être les meilleurs pour passer les dures épreuves que je leur propose. Allô, Marika, comment ça va? Hello, ça va très bien toi-même. Oui. T'as-tu hâte de jouer à DCC? J'ai très hâte. C'est le baptême de feu pour moi aujourd'hui. Oui. Je vais essayer de faire honneur au jeu qu'on aime tant, moi et Pierre-Philippe. Mais ça doit être le fun. Fait que c'est un petit Mhm. funnel. Si tu meurs, fais-toi-en pas. Ça veut pas dire que t'es pas bonne. C'est normal. C'est un funnel. D'accord. Puis c'est ça. Le principe, comme je t'ai déjà conté, c'est une histoire, dans le fond, qu'on peut jouer pour monter nos personnages à un niveau 1, puis qu'il y a quelques bonus en passant. Donc, c'est vraiment fait pour créer des aventuriers. Mais c'est ça, c'est passer une coupe de pecno dans le broyeur à viande. Excellent. Joliment dit. Donc, sans plus de mise en contexte, je pense qu'on peut commencer si tu es prête. Je crois que oui. Parfait. Fait que je te fais une belle introduction, puis on va apprendre à connaître qui est ton personnage par la suite. Excellent. Donc, imagine-toi, dans ton petit village pas très grand, pardon, avec peut-être quelques centaines à peine, même pas, d'habitants. Tu regardes à l'horizon, puis tu vois un soleil couchant, orangé, qui balaie la crête de la colline en face. Sur cette colline, tu vois un large chemin qui descend jusqu'au village, et sur ce chemin, tu vois plusieurs silhouettes sombres qui bougent de haut en bas en s'avançant. Plus il avance, plus tu vois que ces ombrages-là deviennent de gros et de très gros éléphants, en fait, à la teinte bleue sombre. Les animaux tirent derrière eux une immense charrette sur laquelle se trouve une maison. Une maison avec un paquet de volets et de fenêtres un peu partout. Donc, de toutes les formes, de toutes les couleurs, avec des vitres multicolores donnant l'impression de regarder des joyaux. Ça couvre, comme j'ai dit, les murs, les lucarnes, les balcons, les tourelles. Le toit est de couleur de l'émail noir, en terre cuite. Puis, de ce toit s'élèvent deux hautes tours surmontées par des coupoles dorées. Donc, ça ne sert à rien de dire que c'est le genre de choses que tu n'as jamais vu passer dans ton village. Mais il y a plusieurs générations, on en entend encore parler, la maison des Portes Rouges a déjà visité ton village. Maintenant, après tant d'années passées, est-ce que ça serait possible que ça soit la même maison qui repasse? Selon la légende, sa maîtresse, Josephie, est encore intouchée par les ravages de l'âge, donc elle n'a jamais vieilli, est un être puissant d'une origine inconnue. Grâce à elle, les destins se modifient, les souhaits sont exaucés, mais seulement pour ceux assez courageux pour franchir le seuil de sa maison. Tu travailles à tous les jours, tu souffres beaucoup, mais pourquoi? Pour avoir des rêves, pour nourrir des rêves inatteignables, puis espérer mourir jeune. Tu dis que passer dans cette maison va peut-être changer ta vie et enfin pouvoir réaliser tes rêves. Tu approches, le conducteur du troupeau d'éléphants, un gros monsieur assez gras, se présente comme Xipipot et te propose d'entrer dans le presbytère mobile. En entrant, un long couloir étroit cède la place à une chambre exotique avec 6 colonnes de cèdre sculptées dans un treillis délicat fait d'ossements humains. Des dragons avec des crânes humains à la place de leur tête serpentine sont sculptés parmi la structure osseuse. De hautes fleurs parfumées remplissent des grandes urnes funéraires et sont placées le long des murs. Le sol à l'intérieur de la zone entourée de colonnes est recouvert de plusieurs étages de tapis, créant une surface douce et coussinée quand tu piles dessus.
Au centre de la pièce se trouve une large fourrure de tigre, sa bouche laissant devenir un féroce grognement, et les yeux sont remplacés par des petits mécanismes d'horlogerie qui semblent te suivre à chacun de tes mouvements. Quand tu arrêtes d'avancer afin d'absorber ce spectacle que tu n'avais jamais vu là, du sanctuaire, la bouche du tigre s'ouvre mécaniquement pour laisser échapper un grognement puissant. Un métier à tisser se tient à proximité avec une moitié de tapisserie finie déjà dessus. Une voix venant de l'arrière de ce métier à tisser s'élève et te dit « Il n'y a rien à craindre, mon ami, à moins que les volants vous donnent des cauchemars. » Et tu vois une jolie femme aux cheveux d'or qui te regarde derrière ce métier à tisser-là et t'invite à t'asseoir près d'elle. Et le tigre grogne pour une dernière fois. Donc, tu te trouves en face de Jassafi, l'être qui peut changer ton destin. Donc, qui s'assoit devant elle? Qui es-tu, toi, à te présenter devant Jassafi? Il s'agit d'une jeune femme, quand même, début trentaine, je dirais, qui s'appelle Augusta et qui est une mercenaire un peu malgré elle dans son village, c'est-à-dire qu'un jour, elle a assassiné quelqu'un dont la tête était apprise, mais c'était une erreur. Donc, elle est tombée avec son arme, puis la personne est décédée, et après ça, on l'a pris pour une mercenaire, malgré elle, et elle a continué ce travail-là, ne le faisant pas habilement du tout, mais elle a commencé à nourrir l'envie justement d'être une mercenaire, mais une mercenaire de l'ombre, donc qui tuerait par exemple à l'aide de poison et compagnie, parce que clairement, elle n'a pas les capacités pour être une mercenaire au niveau de la force. Donc voilà, elle est assez petite, mais très musclée quand même, mais elle n'a aucune force. Okay? Donc, elle est quand même athlétique et tout ça. Donc, elle peut paraître d'emblée forte, mais elle n'est pas du tout. Elle utilise plutôt justement sa capacité à se cacher, à se faufiler pour se sortir des situations compromettantes pour elle, disons. Voilà. Donc, Augusta voit Jassafi la regarder de haut en bas, puis elle lui demande... Qu'est-ce que tu recherches chez moi en tant que maîtresse de la maison des Portes Rouges? Pourquoi viens-tu ici? En fait, je suis à la recherche de pouvoir. J'ai envie de mon heure de gloire. Très bien. Mais dans le fond de ton cœur, je crois qu'il a une autre raison qui t'amène jusqu'ici, qui te fait craindre le futur. Et là, Augusta va juste regarder par terre, être un peu honteuse qu'on ait décelé ce qu'elle tentait de cacher et va dire oui, en fait, je suis également motivée par la peur de la mort. Quelqu'un me cherche et en fait espère mettre fin à mes jours. Donc, je crois qu'en étant ici, je pourrais m'en cacher et possiblement acquérir des pouvoirs qui me permettraient de m'en sauver ou du moins de triompher cette personne. Je vois. Et là, tu la vois fouiller dans une de ces nombreuses bourses de tissu qu'elle a à sa taille et sortir une petite poussière qui illumine une douce lumière un peu violacée. Et de sa paume de la main, souffle dans les airs, et tu vois apparaître, comme si ça se matérialisait de nulle part, comme si la poussière s'agglutinait sur ces formes-là devant toi. Premièrement, tu vois apparaître une forme de corde. Jassafi te dit oh, les cordes, c'est le symbole de la tâche, du confinement ou de la restriction. Tu as peur. Et cette peur s'enroule autour de toi comme une corde. Trouve cette corde, ouvre-la, et tu vas enfin pouvoir t'échapper de cette peur qui te retient d'avancer. Elle souffle sur cette image qui était devant toi, puis la poussière tombe au sol, mais ça laisse la place au deuxième symbole que tu vois un gros taureau musclé avec de longues cornes qui clairement semble indiquer de la violence.
Le taureau est le symbole de la force. Tu dois démontrer cette même force, avoir ces mêmes qualités, si tu cherches à avoir plus de pouvoir. Et finalement, même chose, la poussière qui formait le taureau tombe. Et finalement, tu vois apparaître une flamme. Et donc, souriant en coin, sa fille te dit, à la fois créatrice et destructrice, cette force peut changer le cours des choses. Trouve-la et tu vas trouver la raison qui va te rendre célèbre. Et finalement, la poussière retombe au sol, terne, comme si elle n'avait jamais illuminé. Après t'avoir partagé ces symboles-là, elle décroche un autre petit sac de tissu de sa taille et elle te le tend en te disant « Prenez cette bourse et gardez-la en lieu sûr à tout prix. Ne la perdez pas. Mais sachez que les forces en jeu dans l'équilibre du monde ont leur pouvoir ici. Donc la loyauté, le chaos ou la neutralité va pouvoir influencer votre destin. Je crois que vous en savez assez. » Puis elle te pointe la porte rouge derrière elle. Allez-y maintenant. Changez votre destinée. Puis elle recommence à tisser sa longue tapisserie. Donc, je vais la remercier. Donc, merci pour cette grande opportunité. Et je vais prendre la petite poche de poudre qu'elle m'a donnée et je vais la mettre dans mon pantalon, entre ma ceinture et mon pantalon, là, comme pour la coincer à quelque part où ce serait difficile de se la faire dérober ou bien qu'elle tombe. C'est assez serré pour que ça la maintienne en place. Et je me dirige vers la porte d'un pas plus ou moins confiant. Très bien. Quand tu ouvres la porte rouge, tu vois un brouillard épais et sombre remplir l'embrasure. Mais à la minute que tu fais ton premier pas à travers ce brouillard, il se dissipe et tu te retrouves au milieu d'un champ, tu crois, et derrière toi, la porte est disparue. Tu regardes à l'horizon et ce que tu vois, c'est la silhouette d'un village, mais pas n'importe quel village, ton village. Mais clairement, ce dernier est en ruine. Il a passé au feu, il reste presque plus rien, tout est noirci, tout est abandonné. C'est impossible que ça se soit passé dans les 5 minutes où tu étais dans la caravane. Donc clairement, il y a des forces en jeu ici. Donc, tu t'approches et tu vois émaner du village 6 colonnes de lumière qui semblent partir du sol et qui traversent les nuages. Arrivé dans, le centre-ville, ou du moins le centre du village, tu remarques que tout est en ruine. Il ne reste à proprement dire que la grange qui servait de place pour le forgeron, de forge en fait, la taverne, et au centre, l'église. Et tu vois que c'est derrière l'église qu'il y a les 6 colonnes de lumière. OK. Que fais-tu? Je crois que je pense que je vais d'abord me diriger vers les 2 autres endroits, mis à part l'église, pour essayer de comprendre pourquoi ces endroits-là, eux, tiennent encore debout. L'église, j'ai un doute que ça a rapport avec les faisceaux de lumière, mais j'aimerais comprendre pourquoi les 2 autres sont encore intacts. Donc, je commencerai possiblement avec la forge. La forge, parfait. Ouais. Donc, imagine une grande grange, le bois quand même noirci par probablement le feu qui a ravagé le village, mais qui tient encore debout. Mais les 2 portes ont été arrachées. Donc, les 2 immenses postes de grange ne sont plus là, donc il y a juste un trou béant. En étant juste sur le seuil
de la grange, tu vois que l'enclume et tous les outils sont disparus. Depuis longtemps, quelqu'un est parti avec. Il n'y a presque plus rien. La forge est depuis longtemps éteinte et est maintenant très froide. Et dans un coin agglutiné, un peu dans les coins agglutinés, il y a des feuilles d'automne qui ont dû souffler par le vent saison après saison. Donc, on voit que ça fait plusieurs années que c'est comme ça. OK. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que, quand tu dis que les portes ont été arrachées puis qu'il y a comme un trou, est-ce que je serais en mesure de déterminer c'est quoi qui a fait ce trou-là ou... Mais en fait, dans le fond, c'est le trou de la porte, là. C'est pas tant que... OK, il n'y avait pas de porte à la base. Non, c'est ça. C'est les portes, dans le fond, littéralement, la porte a été arrachée, reste le cadre, mais il n'y a plus les portes qui permettent d'entrer. Donc, c'est juste une immense ouverture, mais qui n'a pas été créée par un boulet de canon qui est rentré, là. Donc, c'est vraiment juste il n'y a plus rien qui ferme. OK, excellent. Je crois que je ferais juste traverser la forge au complet, essayer d'investiguer pour voir si je tombe pas sur des trucs que j'ai pas vus au premier coup d'œil, tout simplement. Parfait. En arrivant dans un des coins, tu vois que le tablier du forgeron est encore accroché au mur. Donc, un long tablier de cuir pour protéger de la chaleur, noirci avec le temps et avec l'usure du temps, est encore au mur, mais c'est la seule chose qui reste dans la forge. OK. Puis, sur le tablier, est-ce qu'il y a des poches ou quelque chose qui pourrait contenir des choses? Ben, en fait, il y a une grosse poche à l'avant du tablier où il pouvait mettre ses outils, probablement. Ouais. J'irais fouiller à l'intérieur. La poche est vide. Il n'y a rien à l'intérieur, mais en fouillant, tu sens sur le cuir qu'il y a une inscription gravée. Donc, c'est pas lisse, vraiment. Il y a quelqu'un qui a gravé avec un petit couteau dans le cuir une inscription. Et ce que tu vois, c'est une petite prière, en fait, à Sénédvus, qui est le dieu des artistes et le dieu de la création, qui dit « Ô grand artiste, laissez mes maigres talents atteindre les plus hauts défis et mon marteau forger mon travail. » Puis donc, c'est une petite prière à l'honneur du dieu de la création. OK. Est-ce que, par exemple, j'ai un sac dans lequel je pourrais l'amener, le tablier, ou j'ai rien pour traîner du stock? Tu peux le mettre dans un sac si tu veux. Oui, on va dire que c'est un sac. Okay. Parfait. Donc, je ramasserai le tablier. Et si je ne trouve rien d'autre, peut-être qu'en sortant de la forge, je ferai juste passer mon doigt où c'est noirci pour voir si je constate que ça a l'air d'être comme... Est-ce que, je sais pas si au niveau 0, là, je pourrais avoir le réflexe de penser que c'est de la magie qui a fait ce feu-là ou si c'était un feu naturel. Je sais pas si en touchant la genre de suie, j'imagine. Fais-moi t'as aucune expertise là-dedans, on s'entend. Fait que roule-moi un des 10 avec ton modificateur d'intelligence. Puis on va voir si tu es capable de voir. Bon, j'ai eu 4. OK. Non, t'en as aucune idée. Tu vois que c'est de la suie. De la suie créée par quoi? Tu pourrais pas vraiment dire. OK. Donc, à ce moment-là, je me dirigerai alors vers la taverne. Parfait. Donc, à l'intérieur de la taverne, tous les meubles ont été fracassés. Donc, les chaises sont au sol fracassées, les tables sont renversées, les chopes de bière ont été fendues et il y a plein de déchets au sol. Là. Donc, si au fil des années, il y a des gens qui sont venus, ils ont clairement tout pillé, puis ont saccagé la place. Les tonneaux de bière sont eux aussi vides et ont tendance à tomber en ruine carrément. Par contre, étrangement, sur le comptoir qui est poussiéreux, qui est sali avec le temps, se trouve une dague argentée qui est parfaite, qui n'a aucun défaut, qui n'a aucunement
changé avec le temps, qui n'a aucun vert de gris dessus. Donc, une dague vraiment parfaite. OK. Je crois que j'ai envie d'y toucher, mais je vais être quand même plus brillante que ça. Avant d'y toucher, je sortirais ma longsword puis je ferais juste essayer de la pousser en bas du comptoir pour voir si au contact il y a quelque chose qui se passe. Tu la pousses, elle fait une traînée de poussière sur le comptoir, elle tombe au sol, mais il n'y a rien qui se passe. OK. Bon. Alors, à ce moment-là, je vais me pencher, je vais tenter de la ramasser. Parfait. Est-ce que tu la mets dans ton sac ou tu l'équipes à ta taille pour t'en servir comme arme? Je pense que... Est-ce que je peux... Non, je vais la mettre... si je la mets à ma taille, je peux quand même tenir ma longsword? Oui. Ou il faut que je fasse... OK, parfait. Je vais faire ça, mais j'aimerais ça l'observer avant. Est-ce qu'il y a des écriteaux dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose que je remarque de particulier? Sur le pommeau, tu vois qu'il y a le symbole de la Malatoche, qui est une divinité chaotique dans le monde de DC ici. Donc, c'est le seul signe vraiment là, sur le bout du pommeau. Vraiment, le signe d'un dieu. OK. Puis juste pour savoir, là, tu disais que il y avait de la poussière, tout ça. Ça semblait être aussi inhabité que la forge, là. Les Oui. événements se seraient passés au même moment dans les deux endroits, par exemple. Oui. Si tu vas voir, par exemple, dans la cuisine de la taverne, la bouffe est rancée depuis super longtemps. Il y a des vers qui ont depuis longtemps mangé et digéré la nourriture. Excellent. Bon, alors je ramasse la dague, je la mets à ma taille et je me dirigerai finalement vers l'église où il y a les faisceaux de lumière. Parfait. Donc, l'église, tu la connais, c'est une petite chapelle, vraiment pas très grande, un étage. Quand tu rentres, tu vois que la lumière qui vient du cimetière à l'arrière de l'église, donc tu comprends que ça vient vraiment de l'arrière de l'église, rentre par les fenêtres qui sont à l'arrière de l'église. Donc, c'est la seule chose qui éclaire l'endroit. Donc, le reste, c'est quand même très sombre. Tous les bancs sont disparus, donc ont probablement été volés. Il n'y a plus de prions, il n'y a plus de bancs, il n'y a plus rien. À l'exception, encore une fois, de l'autel qui est devant l'église, encore là une fois, qui lui n'a pas été saccagé. Donc, il a été vraiment, sans dire qu'il est comme neuf, là, il n'a pas été perturbé, il n'a pas été touché par des peut-être voleurs. OK. Et mettons, tu sais, là, j'ai quand même vu deux objets qui faisaient référence à des dieux, à des divinités. Dans notre village, est-ce que, comme il y avait une religion en soi, est-ce que l'église était destinée à un dieu spécifiquement? Est-ce que... tu sais qu'à l'église, habituellement, les prêtres qui étaient là avaient plus tendance à vénérer Coranus, qui est un dieu loyal, mais tout le monde avait un peu ses propres divinités qui suivaient. C'était pas comme une divinité pour tout le monde. Là. Il y en a tellement que c'était un peu comme ça. Selon ce que tu souhaites, tu vas vénérer un dieu. Mais tu sais que ici, c'était vraiment Coranus qui était vénéré. OK. Ce qui serait logique aussi pour mon personnage. Je pense que ça serait probablement le dieu que je vénère. OK, parfait. Donc, mis à part l'autel, tout est vide. Oui. OK. Bon, et je vois les lumières qui proviennent de toutes les fenêtres. Mais les faisceaux de lumière sont dans le cimetière, c'est ce que j'en comprends. Oui. OK. À ce moment-là, j'irai faire un petit tour de l'hôtel pour voir si je trouve pas quelque chose sur l'hôtel. Parfait. Quand tu avances, tu vois que déposé au centre de l'hôtel se trouve un symbole divin, dans le fond, dédié à Coranus. Donc, c'est un petit symbole tout simple que tu peux mettre sur toi. OK, parfait. Donc, oui, à ce moment-là, je vais le ramasser. OK. En le ramassant, puis comme en l'équipant, tu te rends compte qu'il y a quand même des pouvoirs divins qui sont liés à ce symbole-là, mais pour le moment, tu ne sais pas encore qu'est-ce qu'il fait.
OK. Et est-ce que à l'église, dans l'église plutôt, il y a juste une porte à l'avant ou il y a comme une porte vers l'arrière qui mènerait vers le cimetière? Il y a une porte vers l'arrière qui mène vers le cimetière, oui. OK. Et sur ce mur-là, où il y a la porte à l'arrière, excuse-moi là, si je pose plein de questions. Non, c'est bien correct. Est-ce qu'il y a aussi des fenêtres? Ben oui, en fait, tu vois que la lumière sépare tout ce mur-là, ces fenêtres-là, qui rentrent par OK. Ouais. Excellent. Avant d'ouvrir la porte puis d'aller vers le cimetière, j'aimerais ça observer par la fenêtre si je peux voir plus de détails par rapport à ces faisceaux de lumière-là. Parce que je vais t'avouer que moi qui est motivée par la peur de la mort, le cimetière, ça n'augure rien de bon pour moi. Effectivement. Quand tu observes par la fenêtre, tu vois que les 6 faisceaux de lumière viennent en fait de tombes qui ont été déterrées. Donc, de cercueils, en fait, qui ont été déterrés. Semblent avoir été déterrés récemment, ce qui clash, en bon français, avec tout ce que tu as vu jusqu'à présent, qui semblait dater depuis des années et des années. Là, clairement, la Terre a été fraîchement retournée. OK. Et tu vois, c'est ça, donc les pierres tombales un peu partout, donc il y en a 6. Et à un de ces emplacements se trouve une figure penchée, voûtée vers une tombe, le dos vraiment émacié, donc très maigre. Et tu sembles voir que de ses yeux à elle émane aussi une lumière. Et en observant très bien, tu vois qu'elle semble manger ce qu'elle pige dans la tombe. Oh my God. OK. Puis, est-ce que les tombes ont l'air d'avoir un emplacement stratégique, les tombes où on a déterré les cercueils, ou ça semble plutôt aléatoire? C'est un peu aléatoire. Tu es capable quand même de voir que, c'est ça, c'est aléatoire, mais tu sais qu'il y en a une plus à gauche, une plus à droite. Tu es capable de faire un peu un demi-cercle avec les différentes tombes, là. Mais tu sais, c'est pas, ça semble pas être ordonné ou symboliser quelque chose. OK. Donc, ce que j'essaierai de faire, parce que c'est sûr que je veux pas, c'est clair que cette chose-là ne me dit rien qui vaille. Est-ce que à l'extérieur, il y a des endroits où je sais que je pourrais me faufiler puis me cacher pour essayer de surprendre cette figure voûtée-là sans qu'évidemment elle me voie? Ben, tu peux essayer d'utiliser ta furtivité pour et donc ton agilité pour essayer de passer peut-être d'une pierre tombale à une autre pierre tombale et de te promener comme ça. Oui, c'est ça, parce que moi, j'aimerais ça comme y arriver dans le dos puis la pousser dans le trou pour essayer après de l'enterrer. Parfait. Fais-moi un jet justement de furtivité, donc un jet d'agilité. OK. Voir si tu es capable de te promener sans être détecté. Ça serait un dé quoi qu'il faut que je lance? Est-ce que je pourrais faire rentrer mon métier de mercenaire là-dedans? C'est ce que j'allais te demander. Penses-tu que ton métier de mercenaire t'aide? Ouais, parce que comme justement, elle est plutôt poche dans son métier, elle y va pas d'emblée, là, elle y va pas de plein front avec ses ennemis. Souvent, elle essaie de les prendre un peu furtivement. Là. Donc, c'est un peu son habileté, je dirais, première. OK. Donc, prends un des 20, puis ajoute ton modificateur d'agilité. Oh là là, 9. Oh, tu réussis! Oh! Donc, tu te diriges vers elle tranquillement. Mm-hmm. Donc, tu te rends sans qu'elle se rende compte que tu es là, puis tu vois, plus tu approches, dans le fond, tu vois clairement là, qu'elle mange le cadavre qu'il y a dans la tombe. Cadavre qui, lui aussi, a... Dans le fond, ses orbites ont été vidées, puis fait juste émaner la lumière de ses orbites, dans le fond. Okay. On monte jusqu'au ciel. Ouais. Mais tu vois aussi, je veux dire, en t'approchant, tu vois que les pierres tombales, d'où les cadavres, dans le fond, la lumière sort des cadavres. Ces pierres tombales-là, il n'y a aucune inscription dessus. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de date, mais elles sont toutes un peu différentes. Il y a soit un pourtour ou un symbole gravé dessus, qui est toute différente d'une pierre tombale à l'autre. Celle que je vois, là, c'est qui est à portée puisque je suis tout près. Ce serait quoi le symbole?
Est-ce que je suis assez prêt pour voir? Il y a une dague dessus. OK. Bon. D'accord. Donc, je vais essayer, je crois. OK. Je pense que, puisque je suis comme dans son dos, je voudrais d'une main prendre la dague que j'ai trouvée, de l'autre main prendre le symbole de Coranus, c'est ça? Okay. Puis pousser la personne en touchant comme la figure avec le symbole puis la dague en même temps, comme la pousser avec les deux objets dans le trou. OK. Fait que, ben, t'es dans son dos, là. Fait que c'est. Roule-moi un D20 pour voir si t'es capable de la faire tomber. Ouais, fait que. Puis là, je te dirais la force. C'est quand même la délogée de ce qu'elle fait. Ouais. Oh mon Dieu, j'ai eu un. -3. Oh shit! Donc, un fumble, ce qui est vraiment génial. Dans DCC, on aime les fumbles. Donc, tu vas me rerouler. C'est un des 8 que tu dois devoir me rouler. D'accord. J'ai eu 6. Ta dague avec laquelle tu voulais comme pogner la goule, elle se pogne dans ta manche, puis ta cape, puis tu l'avais mis à tes pantalons. Fait que c'est comme si c'était pris dans une de tes ganses en même temps. Tu dois passer un tour à déprendre ton arme de ton linge. D'accord. Oui, donc voilà. Et là, clairement, la goule la goule s'est rendue compte que t'étais là. Par contre, parce que tu as dans le symbole dans tes mains, tu vois qu'à la minute qu'elle se retourne, elle recule d'un 10 pieds facilement. Donc, elle recule, puis elle refuse de s'approcher de toi, mais elle se tient à 10 pieds, puis t'observe. OK. Donc, le prochain tour, je le passerai, j'imagine, à essayer de reprendre ma dague. Voilà. Même chose, tu vois, là, elle se promène en demi-cercle autour de toi, dans le temps qu'il était parti, mais elle s'approche jamais plus proche que 10 pieds. OK. Et c'est vraiment du symbole de Coranus qu'elle a peur, pas de la dague en soi. Là. Oui. OK, parfait. Puis elle a lâché le cadavre qui était dans la tombe, j'imagine, à ce moment-là? OK. Puis lui, il est pas comme elle, là. C'est pas une goule, c'est juste un cadavre. C'est juste un cadavre à moitié mangé en ce moment. OK. Donc, je la garderai à l'œil. Parfait. Mais je m'arrangerai toujours justement pour qu'elle puisse pas m'approcher plus que alors que le 10 pieds te dit. Puis j'essaierai d'aller voir une autre des tombes pour voir c'est quoi le symbole sur les autres, en la gardant toujours à l'œil puis en espérant que genre elle trouve pas une façon de m'attaquer sans que je la voie. Parfait. Fait que y a-tu une tombe en particulier que tu veux aller ou tu veux toutes les voir un peu? J'aimerais ça toutes les voir, mais tu sais, j'irais logiquement celle qui est la plus près de moi puis qui permet de la garder la plus à distance en premier et ainsi de suite. OK. Sur celle le plus à ta droite, il y a un symbole de crâne gravé sur la pierre tombale. Il y en a la seconde, si on va vers la gauche, elle a un pourtour comme si c'était briquelé. Donc, gravé, mais vraiment un pourtour de briques. Ensuite, encore plus vers la gauche, il y a un sarcophage de gravé sur la tombe. Ensuite, on a un pourtour de chêne, donc comme des maillons qui sont attachés tout le long de la pierre tombale. Et la dernière, encore là, c'est sur le pourtour, a une forme de corde tout le long de la pierre tombale. OK. Donc, là, en fonction de ce que la madame m'a dit tantôt, la corde, il faut que je la trouve, et que je la brise pour me libérer de ma peur. Là. C'est ce que en tout cas, c'est ce que j'ai cru en comprendre. Dans le trou de cette tombe-là, est-ce qu'il y a un cadavre aussi? Oui, c'est de là qu'émane, encore une fois, des yeux qui émanent la lumière. OK, parfait. Admettons que je veux avoir accès au cadavre, il faut comme que je saute dans un trou. Là. C'est quand même assez creux. Oui, c'est OK.
Mais est-ce que j'ai l'impression que je serais capable d'en remonter assez facilement? D'en sortir assez facilement? OK, parfait. C'est paroi quand même de terre. OK. Donc, je vais prendre le risque que là, ça soit un petit peu plus difficile d'éloigner la goule, mais je vais sauter dans le trou, puis je vais quand même essayer de garder le symbole dans les airs, comme pour qu'elle ne s'approche pas trop du trou pendant que je suis dans le trou. Parfait. Tu sautes dans le trou, mais le sol n'arrive jamais. Tu tombes, puis tu tombes, puis tu tombes, puis tu tombes. Et tu finis par atterrir, sans te faire mal, sur un chemin de gravier. Et tu regardes en haut de toi, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de terre, c'est juste le ciel qui est au-dessus de toi. OK. Donc, tu as passé la première épreuve. Wow! Sans même me battre! Donc, c'est ça. Tu es devant une route, tu es sur une route, en fait, qui s'étend un peu devant toi et tu vois qu'il y a 3 embranchements. Puis derrière toi, c'est une longue route, dans le fond, là, qui est dans l'ombre. Okay. Les 3 routes devant toi, à droite, c'est une route, c'est vraiment un embranchement, là, donc c'est une route pavée d'or, très sinueuse. Et les bâtisses qui s'y trouvent ont des façades faites en onyx. Donc, tout ça est très somptueux. Au centre, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais au centre, c'est une route argentée, faite comme de petits graviers argentés, et qui a plein de pyramides basalte qui sont étendus le long du chemin, comme quand même des bâtiments. Là. Et finalement, la dernière route à gauche, c'est une route de granit droite avec des édifices de marbre. Et au centre de tout ça, la jonction des 3 routes, se trouvent 3 humanoïdes qui semblent discuter ensemble, mais t'es trop loin pour les entendre. OK. Est-ce qu'ils m'ont vu? Pas encore, non. Ils sont absorbés par leur discussion. OK. Je vais remettre de l'avant mon habilité à essayer de me cacher. J'aimerais ça qu'ils ne me voient pas, mais pouvoir être assez près pour entendre, puisqu'ils sont 3, qu'il y a 3 routes. Oui. J'ai comme l'impression qu'ils pourraient me donner des indices parce que pour l'instant, aucune de ces routes-là, avec la description, je ne saurais pas quel choix prendre. Donc, j'espère pouvoir trouver des indices dans leur conversation, mais j'aimerais ça les écouter avant. Éventuellement, peut-être que j'essaierai de leur parler, mais j'aimerais d'abord entendre ce qu'ils ont à dire sans qu'ils sachent qu'un intrus écoute. Parfait. Fais-moi un jet de roublardise, d'agilité, en fait, pour savoir si il te voit. Toujours avec un D20? Oui. Parfait. J'ai eu un 20 naturel. 21. Oh, non, 22. Tu fais ce que tu veux, ils te voient pas, ni vu ni connu, là. Tu te fonds dans le décor. Excellent. Donc, je m'approche le plus que je peux pour ne pas échapper aucune de leur conversation. Aucune de leurs mots. Tu t'approches, puis tu te mets à entendre leur discussion, mais tu es bien déçu parce que tu te rends compte que les 3 parlent un langage différent et aucun des 3 langages, tu comprends. Donc, tu comprends absolument rien de ce qu'ils se disent, puis en fait, entre eux, tu n'es pas sûr s'ils se comprennent parce qu'ils parlent 3 langues différentes. Par contre, ce que tu vois en étant plus proche, c'est qu'une de ces formes humanoïdes-là, celle qui est en face de la route de granit, est une forme très pâle. C'est au teint, on pourrait dire albinos, là. Donc, clairement, il n'y a aucun pigment. Avec de gros yeux globuleux qui ressemblent à des yeux de poisson qui ne clignent jamais. Okay. Et il est habillé tout de blanc. En face de la route argentée se trouve... puis la peau aussi, c'est ça. La peau du premier est tout blanc aussi. En face de la route argentée, c'est une espèce de
d'homme vraiment très musclé, avec la tête et le tronc très blanc lui aussi, mais avec les jambes et les bras d'un rouge profond. Il est habillé de gris, puis une longue tignasse rouge, elle aussi. Et finalement, le troisième est un cyclope devant la route dorée. Donc, un gros œil avec une grosse arcade sourcilière là, qui plombe sur cet œil-là. Et il est habillé tout de noir. Aussi, tu te rends compte que même s'ils parlent des langues que tu ne comprends pas, ils n'ont pas l'air, puis ils ont l'air en discussion, là, ils n'ont pas l'air comme agressifs ou d'avoir une animosité dans leur discussion. Et ils n'ont pas l'air de se comprendre. T'es pas sûr. Ça reste un... Ils jasent, mais comme des gens qui se parlent, mais qui s'écoutent pas vraiment. Là. OK. Bon. Donc, rapidement comme ça, j'aurais tendance à dire que j'ai envie de prendre le chemin du centre juste à cause du fait que l'individu est musclé et que tout à l'heure, on a parlé d'un taureau musclé. Puis le rouge avec le taureau, je fais ces liens probablement malhabiles, mais je pense que je voudrais prendre le chemin du centre. Oui, c'est le pavé argenté, c'est ça? OK. Oui. Par contre, dès que tu t'avances pour aller vers les chemins, eux, ils bloquent les chemins. Ils sont vraiment devant chacun de leurs chemins respectifs. Okay. Fait que, tu sais, tu peux pas vraiment ne pas être vu ne si pas tu veux me t'engager faire dans un voir, chemin. Ouais, ben de toute façon, il faut que je m'engage dans un chemin. J'en comprends que je vais devoir faire un choix pour continuer d'avancer. Donc, je vais malheureusement m'avancer vers celui qui a l'air d'être le plus gros, si j'ai bien compris. Mais je pense que comme c'est un défi, je dois affronter celui qui représenterait la force. C'est ce que j'en ai déduit des paroles de la dame. Parfait. Tu vois par contre que quand tu t'approches, l'être, le cyclope, dans le fond, tient un coussin sur lequel repose un miroir à main. Donc, un petit miroir qu'on peut se regarder dedans. Et les trois te le pointent et le cyclope te tend le coussin, dans le fond, avec le miroir dessus. OK. Je vais le prendre, je crois. En fait, il me le tend et le miroir est sur le coussin? Oui. OK. Je pense que j'attendrai qu'il me l'offre avec sa main. Je voudrais pas le prendre moi-même. Je voudrais qu'il le prenne avec sa main et qu'il me le donne de main à main pour qu'il le touche avec sa main avant que je le touche parce que j'ai un doute sur le coussin. OK. Ça se peut que ça soit une attente malaisante, là, que j'en fasse juste se regarder et qu'il ne se passe rien pendant un certain temps, mais je prendrai tout de même cette petite protection pour voir s'il le fait. Je t'imagine en train de mimer pour te faire comprendre que tu veux qu'il te soit tendu. Tu vois qu'il est très mal à l'aise, comme s'il n'osait pas toucher le miroir, mais pas parce que ça a l'air piégé, mais parce que ça a l'air d'être un sacrilège d'y toucher. Que lui touche, du moins. Okay. Mais il se plie à ta volonté, là, puis comme du bout des doigts, là, le décolle du coussin, puis il te le tend. Là. OK. Je le prends. Et si je me regarde dedans, c'est moi que je vois. Oui. Okay. C'est un reflet, tout ce qui est plus normal. Et si je le mets vers eux, est-ce que je les vois? Oui, en fait, à minute que tu prends le miroir, mettons que tu regardes ton reflet, les trois deviennent là, super heureux, là, énervés et se chamaillent un peu là, amicalement quand même, là, mais ils veulent voir leur reflet dans le miroir. Mais clairement, c'est un petit miroir, tu peux juste montrer un reflet à la fois. Donc, à qui le montres-tu en premier? Clairement, au monsieur musclé avec les jambes rouges et la tignasse rouge. OK. L'humanoïde, avec les yeux de poisson, fait la baboune et s'en va. Celui qui vient de te tendre le miroir, clairement, est un peu frustré. Donc, de manière peu cavalière,
va te pitcher le coussin dessus. C'est un coussin, là, ça fait pas mal. Mm-hmm. Mais... c'est ça, te pitch le coussin dessus et tu quittes et va vers son chemin. Donc, l'humanoïde aux yeux de poisson va vers son chemin et entre dans une bâtisse. Lui te pitch le coussin dessus et va de son côté dans le chemin argenté et rentre dans une doré, pardon, et rentre dans une bâtisse. Ouais. Et celui qui reste est comme heureux d'avoir été choisi. Et je te demanderais de rouler un D4. Un D4. 4. Il se regarde dans le miroir, là, puis tu sais, comme un peu un enfant, qui grimace un peu, il fait comme s'il se met à grogner, tu sais, puis il se trouve cool en train de grogner dans le miroir, puis il est comme juste bien content, puis il te sourit, puis il se revire de bord, puis il rentre dans une des bâtisses un peu random dans sa rue. Parfait. Je crois que je garderai le miroir, sait-on jamais. Et je commence à avancer vers le chemin où il y avait justement celui-là, là, celui en rouge. OK. Fais-moi un jet d'intelligence. 6. OK, c'est bon. Fait que tu t'engages dans le chemin argenté. Et tu vois sur un mur, une des pyramides à ta droite, il y a des papillons de gravés dessus. Puis un peu plus loin à ta gauche, tu vois un symbole d'une balance. Un peu plus loin, tu vois sur une autre bâtisse un symbole de papillon. Puis encore là, un symbole de balance sur une autre porte ou une autre bâtisse. Et toutes les bâtisses comme ça sur le chemin argenté ont des papillons ou des balances sur les portes ou sur les murs. OK. Et est-ce que les papillons sont toujours à droite et les balances toujours à gauche ou ça s'alterne? Non, ça s'alterne. Ouais. OK. Je garde ça en tête, mais pour l'instant, j'en ferai pas. Je ne saurais pas plus quoi faire avec ça, donc je continuerai d'avancer où le chemin me mène. OK. T'avances, puis tu vois qu'à un moment donné, tu arrives un peu à l'extrémité du petit village, là, mais il n'y a pas rien au bout du chemin. Là. OK. Puis, est-ce qu'on peut comme entrer dans une des pyramides ou Oui, c'est possible d'ouvrir une porte et d'entrer. Là, c'est possible. OK. Bon, alors là, il faudrait que je choisisse si j'entre dans une pyramide où il y a un papillon ou dans une pyramide où il y a une balance. C'est ce que j'en comprends. Je pense que j'irai où il y a la balance. Dans une pyramide où il y a une balance. Parfait. Comme la première porte rouge que tu as ouverte, tu l'ouvres, il y a un brouillard encore là qui occupe tout l'espace. Et quand tu mets le pied à l'intérieur de la pyramide, il se dissipe et tu rentres dans une cellule de gladiateurs. Et encore là, derrière toi, la porte vient de disparaître. La porte vers l'arène est ouverte, donc le grillage a été enlevé. Tu as l'impression que le tiers supérieur à peu près des sièges, les derniers sièges en haut sont presque à hauteur, là, dans ta conception, là, ce serait à la hauteur du paradis pratiquement, là, donc c'est immense et extrêmement haut. Au centre de l'arène se trouve un taureau mécanique et c'est ça, il semble se promener un peu là, vers le centre, il se tient vers le centre de l'arène et il y a vraiment des dents affûtées comme des lames de rasoir. Il y a une bouche immense qui est presque un peu plus que draconique que celle d'un taureau en tant que tel. Et donc, il y a des ailes aussi, la même chose, un peu comme draconique, mais il est musclé, vraiment, puis c'est le principe même là, d'un taureau mécanique.
Derrière lui se trouve une porte rouge. Dans ta cellule, il y a un glaive fait de mithril. Il y a une lance en bois quand même assez costaud, on pourrait dire, là, faite, qui est faite solide. Et une épée à 2 mains faite de brasse. OK. Avant de prendre une de ces armes, j'imagine que je peux. J'aimerais ça sortir le petit sac de poudre que la madame m'a donné pour juste voir si je peux comprendre à quoi ça sert. Parce que là, je sais que je suis rendue comme à la fin de mon épopée, puis je ne l'ai pas utilisé, puis je me dis que si elle me l'a donné, c'est pas pour rien. Fait que comme avant de me lancer dans l'action, juste essayer à tête reposée de voir si, face à cette épreuve, le petit sac pourrait m'être utile, de voir si j'en comprends quelque chose. Tu te rends compte qu'il n'est plus à ta taille. Oh no! Puis il fallait que je le garde jusqu'à la fin. C'était la consigne qu'elle t'avait donnée. Tu sais pas ce que ça va faire. OK, puis dans un moment de panique, je commencerai à fouiller pour voir s'il n'est pas tombé dans mon pantalon. Je retournerai peut-être juste où j'ai marché dans la cellule pour voir si je viens pas juste de le perdre. Oh, j'aurais tout regardé à chaque fin de défi. En fouillant sur toi, tu te rends compte, ce que tu n'avais pas remarqué auparavant, que le miroir, lui, comme à l'endroit du miroir se trouve une espèce de gravé, là, un bouquet de pissenlit, on va dire, là, de fleurs à petites pétales. Et une de ces fleurs-là émane de la lumière. Donc ça, c'était pas de même quand tu l'avais pris dans tes mains le premier coup. OK. Mais sinon, tu fouilles, tu vois absolument rien au sol. OK. Je suis en train de me dire, j'ai peut-être fait ça pour rien. Donc, est-ce que dans ce cas-là, mis à part la petite lumière de derrière le miroir, je vois rien, là, rien de particulier, rien qui m'indique qu'est-ce que ça pourrait être, cette lumière-là? Non. OK. Puis, dans les armes dont tu m'as parlé, c'est-à-dire le glaive, la lance et l'épée à 2 mains, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait avoir rapport avec du feu? Parce que là, elle m'avait bien dit que la dernière étape, ça aurait rapport avec du feu, puis là, il y a le taureau là-dedans, là, fait que je suis un peu mélangée, mais est-ce qu'il y a quelque chose avec la lumière? Tu sais, la lumière du miroir, est-ce qu'il y a une des armes qui pourrait s'allumer, s'activer à la lumière, faire du feu, là? J'essaye de faire des liens entre l'arme et le miroir. Dans le fond, juste quand tu t'avances vers les armes pour les observer, tu vois que elles ont toutes des petites inscriptions, des petits symboles sur chacune d'entre elles. Okay. Le glaive, dans le fond, de mithril, a la lame a comme des étampes de main dessus. La lance a un faucon de carvé sur son manche. Et l'épée à 2 mains, là, je sais pas comment on appelle ça, là, mais ce qui est le T, ouais. Lui, dans le fond, est comme forgé, mais avec des formes de flammes, justement. D'accord. Donc, sans hésiter une seconde, je prends l'épée à 2 mains. Parfait. Et à ce moment-là, je pense que je laisserai tomber ma longsword, la question de ne pas être encombré d'armes. Puis j'ai l'impression qu'ils vont faire un petit peu le même dégât, mais en plus, je me sens ravigorée par cette flamme qui est censée être mon salut. Comme tu prends l'épée à 2 mains, les autres armes disparaissent. Mais tu as bien l'épée dans tes mains. Tu te sens plus forte. Puis tu sens que cette épée-là va faire particulièrement plus de dégâts que celle que tu avais. D'accord. Tu entends les clameurs de la foule qui observent la reine. Puis ils crient toutes, là, « Puertoro! Puertoro! » Donc, tu comprends que le taureau mécanique se nomme Puertoro et semble être la vedette de la place. Donc, que fais-tu? Je m'engage dans l'arène. Ouais. Il bouge très lentement, quand même.
Il est il est quand même très près de la porte rouge présentement. Donc, que fais-tu? Je pense que j'essaierai un peu d'analyser ses mouvements. Puisque tu sembles dire que c'est un taureau mécanique, j'ai comme l'impression que j'essaierai de voir s'il y a un pattern. De voir s'il fait toujours la même genre de danse. OK, parfait. Bon, il va vers toi lentement, très lentement, mais il va vers toi. OK, ben moi, je me déplacerai pour être comme devant la porte rouge, pour qu'il essaye comme de foncer dans la porte rouge, puis que je sois vraiment sa cible. OK. Quand tu te mets, tu sembles éviter la foule U. Donc, ils sont un peu déçus de ne pas voir le combat. Mais quand tu t'arrêtes devant la porte rouge pour qu'ils se revirent puis qu'ils commencent à rediriger vers toi, là, ils commencent à applaudir puis ils ont hâte au combat. Donc, le taureau se revire de bord et se dirige lentement vers toi. OK. Donc, comme vu que c'est lentement, je sais que ce n'est pas à deux mains, là, mais ne serait-ce que pour la saveur, j'apprendrais à une main, je déposerais, je ferais juste mettre le symbole de Coranus vers les airs, comme pour appeler mon Dieu. Je le remettrais sur moi, puis j'attendrais qu'il arrive avec mon épée à deux mains pour essayer de le slasher. OK, parfait. Vu qu'il roule très lentement, je vais quand même considérer que tu gagnes de facto l'initiative, là, parce que... OK. Clairement, il ne te prend pas au dépourvu. Là. Dès qu'il est à ta portée, je prends pour acquis que tu l'attaques. Ben, vas-y, fais-moi une attaque. Donc, c'est les mêmes statistiques que ta longsword ou presque. Tu as un bonus de plus 2. Donc, tu es rendu à -1 sur ton jet d'attaque au lieu de -3. Hop là, j'ai eu 3. Oh, ben clairement, tu ne le touches pas. Il est dans pas le vide. Fort, mais pas tant que ça. Oui, fait que c'est ça. Un coup, elle est lourde. Tu sais pas encore exactement comment la manier. Et tu passes là, à côté de son visage. Là, et lui, il est quand même rendu maintenant assez près pour tenter de te toucher. Donc, il va tenter de te mordre. Donc, lui-ci va tenter de te toucher. Donc, j'imagine qu'à 14, je te touche. Oui, parce que ton armure de classe, elle est de 12 en ce moment. Ouais. Fait que, il te fait 5 de dégâts. Donc, une bonne croquée. J'imagine là, à la hauteur qu'il y a là, dans ton épaule, une de tes épaules. D'accord. Ow! Comment réagis-tu? Ben, je vais tenter si je peux encore l'attaquer malgré ma blessure. J'ai quand même encore du HP, là. 1. Oui. Je tenterai de l'attaquer à nouveau. Là. J'ai vraiment l'impression qu'il faut que je l'affronte. Je pense pas qu'il y a vraiment d'autres solutions. Il faut que je l'affronte avec mon épée de feu. Là. C'est ce que j'en comprends. Donc, j'essaierai à nouveau de le toucher. OK, parfait. Fait que roule-moi un des 20 moyen. 9. Tu sens que tu es plus proche, mais encore une fois, oh non. il évite très lentement, mais il évite quand même ton coup, mais tu t'améliores. Tu sens que tu commences à maîtriser un peu plus l'épée. D'accord. Et il te manque lui aussi. Il essaie de te mordre, mais probablement que tu t'es penché pour essayer de reprendre ton épée, que tu as manqué ton coup, puis il snap à côté de toi. Il essaie de me mordre, c'est ça? Oui, il essaie de te mordre. OK. Oui. Augustin ressemble à quoi présentement? Je veux dire... tu sais, est-ce que t'es-tu encore bien en forme? T'es-tu bien... son état physique et d'esprit? Ben, je dirais que je vis sur mes dernières réserves. Là. Je suis comme... C'est maintenant que je joue le tout pour le tout. Là. Donc, j'y mettrais toute ma volonté. Puis je me dis, de toute façon, j'ai rien à perdre. Là. J'ai quand même une vie médiocre. Fait que... vaut mieux comme que je réussisse ça ou que je meure dans ce défi, mais au moins j'aurais été jusqu'au bout. Tu sais, j'ai pas du tout l'intention de me sauver. OK. C'est bon. Fait que c'est à toi, si je ne m'abuse, oui. Donc... J'essaie encore de l'attaquer. Je sais pas si je dois être plus originale, mais j'ai l'impression que c'est ça que je dois faire. Cette fois-ci, j'ai 17. Oh, là, tu touches.
Oui, donc Je veux roules viser le dé. sa mâchoire, là, parce que c'est avec ça qu'il essaie de m'attaquer. Fait Oui, que je voudrais le frapper à la mâchoire. parfait. Fait que roule-moi un des 8, moins un. Parce que dans le OK. fond, t'aurais moins 3, mais c'est plus 2 à cause de ton arme. Une chance que c'est moins un. J'ai 3 avec le moins un. OK, parfait. 3 de dégâts sur sa mâchoire. Clairement, ça brise sa mâchoire. C'est un coup assez fort, là. Tu dis, OK, tu sais, c'est pas. Il est fait plus tough que ça, là. Je suis pas à veille de le tuer. Mais si je continue de même, le combat devrait arrêter relativement bientôt. Fait que là, il y a OK. vraiment sa mâchoire mécanique qui a décroché. Puis il ne peut plus t'attaquer avec des morceaux. Avec sa bouche. Excellent. Ouais. Donc, il va à la place essayer de se revirer la tête et de donner des coups de corne maintenant. OK. Il n'y a pas de dodge ou quoi que ce soit là-dedans, juste pour être certaine. Non, Je peux pas c'est essayer. vraiment- OK, parfait. Non. Attends un petit peu, je suis en train de calculer, parce que lui, c'est des malus. Donc, il ne te touche pas. Il a 11. Excellent. Oh, ça, tout c'était de près. justesse. Fait que, Il te frôle le visage, il te caresse du bout de la corne, mais ça ne te fait pas mal. OK. Excellent. Ben, en voyant qu'il essaye de m'attaquer à nouveau avec la corde, avec ses cornes, j'essaierais de frapper les cornes pour les fracasser, pour vraiment lui enlever Parfait. toutes les armes qu'il a en sa possession. Parfait. J'ai eu 11. Ça touche. C'était la marque à Yes! atteindre. Et Parfait. roule-moi ton débit. Un D8. 5. Oh shit! OK. Je sais pas comment tu as fait ton compte, là, mais c'est comme si tu n'as pas tranché les deux cornes, tu as tranché le dessus de la tête. Tu as enlevé les deux cornes en même temps. Donc, Je l'ai scalpé. ça. Tu l'as scalpé. Donc, plus de mâchoire, plus de cornes. Il ne lui reste que ses sabots. Donc, il essaye, Ok. là, il est chambranlant, ça va pas bien. Là. Tu l'entends, les mécanismes qui sont rouillés quasiment. Tu sais, il y aurait le check engine clairement allumé s'il y avait un petit écran. Et donc, tente de toucher avec un de ses sabots. Oh, j'ai roulé un 8, donc ça ne touche pas. Clairement, il est de moins en moins bon à mesure que le combat continue. C'est ça, il perd l'équilibre, il est tout débalancé, il a l'habitude d'avoir du poids en avant, il n'y en a plus. C'est ça. Clairement, ça va pas bien ses affaires. Est-ce que tu es capable de l'achever? Ouais, puis juste, en tout cas, j'essaierai. Puis juste avant, je regarderais la foule, puis je ferais comme, oh, Augusta! Oh, Augusta! Pour que les gens crient mon nom plutôt que La le foule nom se de- met à crier ton nom, là. Tant pis pour le taureau mécanique, là. Ils ont un nouveau Excellent. champion. J'essaie de lui couper les jambes, là, de couper la seule arme qui lui reste. J'ai eu 10. Non, attends, excuse-moi. Non, j'ai eu 16. C'est un 17. 16! Oh, là, tu l'as. Ouais. C'est comme 10, tu le manquais, mais 16, tu l'as clairement. Roule-moi tes dégâts. Ouais. Un D8 encore. Ouais. 6. Ah, ben c'est génial. Il restait 2 points de vie. Fait que, en coupant la patte qui essaie de t'attaquer, il s'écroule au sol. Il y a la petite. Vraiment la petite. J'ai juste brume, mais la petite vapeur qui s'évapore des trous que tu as faits. Et là, plus ça va, plus tu entends le mécanisme qui ralentit puis qui finit par s'éteindre. Et comme ça arrive, la foule s'acclame, crie ton nom, lance des roses au milieu de la place. Plus la foule crie, plus le son devient tonitruant et plus ça devient assourdissant. Puis tu fermes les yeux pour essayer de reprendre tes esprits. Et tu finis par perdre connaissance tellement ce son-là devient douloureux pour tes oreilles. OK. Tu sais pas combien de temps se passe. Tu sais pas si c'est long, si c'est rapide. Mais quand tu te réveilles, tu es sur une surface un peu coussinée, quand même confortable. Et quand tu ouvres les yeux,
tu vois près de toi la mâchoire d'un gros tigre, mais d'une peau de tigre. Ok. Puis quand tu regardes autour, il y a 6 colonnes autour de toi, de cèdre, mais avec des ossements puis des sculptures autour. Et donc, tu es de retour dans la cabane de Jessafi. En me réveillant, je pense que je vais regarder la tête de tigre, puis je vais juste faire comme grogner comme il avait grogné quand j'étais arrivée la première fois, pour m'assurer que je suis de retour comme dans ma réalité, me remettre un peu dans un souvenir du moment où je savais que j'étais comme chez moi, ben, dans mon village. Mais c'est vraiment rendu toi la badass. Le tigre ne fait plus peur. C'est toi qui grogne maintenant. Voilà. Donc, Jessafi, encore une fois, lève les yeux sur son tissage, cette tapisserie. je croyais que j'étais rendue à vous tisser dans la toile. Mais vous avez survécu, vous m'impressionnez. Est-ce que vous pouvez me redonner ma bourse, s'il vous plaît? Malheureusement, je l'ai perdue dans le feu de l'action, apparemment. J'étais certaine de l'avoir mis à un endroit où elle serait en sûreté, mais lorsque je suis arrivée au combat final et que j'ai vérifié que tout était dans un endroit sûr, malheureusement, elle ne s'y trouvait plus. Je vois. Je sens que vos désirs seront moins réalisés que vous l'auriez souhaité. C'était quand même l'outil qui me permettait de réaliser vos rêves. Mais avec un peu de chance, vous sortirez peut-être gagnant quand même d'ici. Puis, dans le fond, là, t'as avec toi T'as-tu encore la dague prise à la taverne? Ouais. La seule affaire que j'ai jetée, c'est la longsword que j'avais en partant avec mon bonhomme. Parfait. Donc, elle regarde la dague que tu avais. Tu dis, oh, vous avez une belle possession quand même. Cette dague, donc tu vois là, vraiment, en prenant le temps, cette fois-ci, là, c'est vraiment une lame argentée avec la poigne en bois, avec un œil de corbeau à sa base, qui est le symbole de Malotoche. Et dans le fond, cette dague-là fonctionne comme une dague +1 d'argent. Si une situation nécessite d'avoir de l'argent. Donc, c'est une dague +1. Okay. Et fait un D6 de dommages additionnels contre un mort-vivant. Donc, ça reste dans l'inventaire de ton personnage s'il continue ses aventures niveau 1. T'as encore avec toi, dans le fond, le symbole de Coranus. Fait que si tu déciderais éventuellement de devenir un prêtre dans les voies que tu pourrais prendre comme aventurière et que tu prends Coranus comme ton dieu, tu vas avoir donc ce symbole-là dans tes aventures et il va t'avantager, dans le fond, quand tu vas utiliser ce symbole-là pour faire tes sorts. Alors, comment t'as trouvé ça? Quand même cool! J'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je me creuse les méninges, là. Fait que, mais je pense que je suis quand même préparée à ça. Fait que, j'ai pas été désarçonnée par le fait qu'il fallait que je réfléchisse beaucoup. Puis c'est le genre de jeu... c'est mon genre de jeu, là, de réfléchir comme ça puis de devoir trouver des solutions. Même quand je joue à Donjons et Dragons ou n'importe quel autre jeu, je suis ce genre de joueuse-là. Fait que ça fit avec ma façon de jouer. Fait que c'était quand même cool. Tant mieux. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un jeu qui est très mortel parce que tu l'as vu, là, t'avais le personnage, t'avais presque le maximum de points de vie qui était possible d'avoir. Ouais. En fait, avec les 3 autres, 7, je serais morte. Là. C'est ça. Oh, clairement. Le maximum, c'est 7, t'avais 6. Fait que c'est ça. C'est facile de mourir en un coup dans DCC. Fait que t'es chanceuse là-dessus.
Mais c'est sûr que tes jets d'attaque puis ta chance sont un petit peu nuits à la fin. Mais Oui. pas si pire. Fait que ben, là-dessus, il va me rester à voir comment les autres gars, le résultat final des autres garçons. Puis on va se rencontrer dans un Sunday pour parler de tout ça ensemble, comment vous avez trouvé ça. Puis nommer l'heureux gagnant de ce tournoi. Parfait. Fait que, ben, Merci, Kim. Merci à tous merci à toi. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Puis, ben, on se retrouve pour un prochain tournoi ou un prochain one-shot avec le plaisir de jouer encore avec Marika. OK. Bye! Bye tout le monde!